gouverneur, pour cet éclairage sur le contexte du financement des entreprises. Effectivement, le changement de paradigme, d'ailleurs c'est l'intitulé de notre première table ronde, le changement de paradigme dans le financement des entreprises est clair. Nous allons aborder tous ces sujets-là, notamment la question de la hausse des coûts de financement, la question de la valorisation durant la deuxième table ronde. En attendant, on commence par une première table ronde qui va faire le point du financement des entreprises en 2022, chiffre de l'ensemble des marchés, de l'ensemble des activités, présenté par Agnès Lépiné, présidente de l'OFEM. Agnès, si vous voulez bien venir. Il y aura également, pour cette première table ronde, Bruno Bézard, KT Capital, pour le capital investissement, Chamonix. Chloé Claire, pour la mer, société récemment introduite. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Et puis, Florence Gréau, de la Société Générale. Je vous en prie, Florence. Alors, pour débuter, on va peut-être commencer par la présentation des chiffres synthétiques du financement de la place, à la fois marché, capital investissement, dette de marché, et enfin les conclusions qui sont issues en fait d'une audition d'un certain nombre d'acteurs de la place et du contexte du financement en 2022. Agnès. Merci beaucoup, Karim. J'ai peur que les... Pardon, juste Agnès, avant de commencer, en fait, vous avez des QR codes, vous pouvez télécharger en fait la présentation et la suivre sur vos téléphones. Voilà. Ça répond à mon observation en disant que j'ai craigné que ce ne soit pas très, très lisible. Et écoutez, pour la présentation du tableau de bord 2022, finalement, nous avons apprécié une vision un peu positive des perspectives du sous-gouverneur de la Banque de France, parce que c'est vrai que le panorama des marchés financiers en 2022, en tout cas du financement de marché, était en fort contraste avec l'année précédente. Il est clair que le contexte géopolitique et les déséquilibres macroéconomiques qui ont entraîné, le resserrement de la politique monétaire, la pression sur les valorisations, tout ceci a eu pour conséquence un effondrement des marchés financiers au niveau mondial et surtout des marchés actions. Alors, certaines zones géographiques comme l'Asie, tirées par la Chine, plutôt mieux tirées leur épingle du jeu au haut des marchés dynamiques, mais globalement, ceci s'est traduit par une baisse de 57% des introductions en bourse au niveau mondial, soit le plus bas niveau depuis 2016, une division par 3 des IPO avec des levées de fonds sur le marché secondaire qui étaient également en forte baisse de 60%. Tout ceci avec un poids fort des États-Unis, très clairement. Une division par 3 des montants levés au moment des introductions, avec des levées de fonds aussi secondaires également en forte baisse, moins 60%. Une baisse des valeurs technologiques de 30%, et une forte contraction des dettes obligataires, donc de moins 30% aussi, avec bien évidemment un effondrement des émissions à haut rendement. Donc on se retrouve en fait avec sur le marché obligataire un niveau à 1980 milliards de dollars, qui est celui le plus historiquement bas. Le capital investissement aurait montré une certaine résilience, mais nous n'avons pas les chiffres à ce stade. Merci beaucoup. Donc, globalement, si on prend actions et obligations, le financement de marché au niveau mondial a chuté de 50% environ. En ce qui concerne le financement de marché en Europe, il a été également très perturbé par les déséquilibres macroéconomiques, avec là aussi un nombre d'introductions fortement réduit, donc divisé par 4. Des levées de fonds sur les marchés primaires également divisées par 5, mais fait un peu notable, dire qu'elle représentait 16 milliards d'euros en Europe contre 8 milliards pour les États-Unis. Une baisse de 30% des levées secondaires et sur les marchés obligataires également une chute de 24% avec toujours un effondrement des émissions au rendement qui ont été divisées par près de 4.
En revanche, tout ce qui est émissions ESG a représenté 27% du total et continue donc de croître. Donc, au niveau européen, si on prend actions et obligations, baisse de 28% des financements de marché par rapport à 2021, qui quand même, je le rappelle, était une année exceptionnelle. En France, la baisse globale des financements de marché a été de 8%, essentiellement due au marché actions parce que les marchés de taux ont bien résisté. Alors, petit avertissement sur ce tableau carré que nous présentons, qui est, nous avons tout à fait conscience, un peu une addition de choux et de carottes. L'idée était de rassembler dans un même ensemble tout ce qui relève du financement de marché, mais avec, je veux dire, quand même une grande interrogation, peut-être qu'on en reparlera avec Bruno Bézard, sur tout ce qui concerne le capital investissement. Là, ce sont bien, les chiffres bruts qui sont indiqués, et par ailleurs, nous n'avons pas la distinction entre ce qui est investissement en fonds propres et dette. Donc voilà, c'est un chiffre global, à prendre avec précaution, comme l'ensemble du tableau, mais voilà, ça permet au moins, d'une année sur l'autre, d'apprécier un peu les évolutions et les financements de marché qui ont pu être orientés vers les entreprises. Alors, je précise qu'il s'agit bien là de tout ce qui est fonds entreprises, et non pas, c'est hors infrastructure. Voilà, alors, sur les niveaux de capitaux levés sur les marchés actions, ils ont été divisés par 2 à 11,5 milliards d'euros. En revanche, comme je l'indiquais, le marché obligataire a plutôt bien résisté, spécialement grâce aux émissions investment grade et avec une bonne résilience, là aussi, des émissions vertes. En revanche, tout ce qui est émissions à haut rendement et prêt à effet de levier a été sérieusement affecté. Merci. Alors, sur les levées de fonds sur le marché actions, comme je vous l'indiquais, donc 11,5 milliards d'euros ont été levés, tout compris, 460 millions sur le marché primaire, soit un retour en fait au chiffre de 2020, parce que je rappelle que c'était 10 fois plus élevé en 2021, et donc 11 milliards pour les levées secondaires. 12 entreprises ont été introduites en groupe, essentiellement sur Euronext Growth, qui est à peu près dans la tendance de ce qui s'est passé en 2019 et 2020, et pour l'essentiel des entreprises de la tech, de l'énergie, biotech et de l'entech. Malheureusement, la décollecte des fonds se poursuit sur l'ensemble des compartiments de marché, et en particulier sur tout ce qui est small et mid cap, lesquels continuent de sous-performer depuis 2 ans. On venait un peu en arrière simplement. Oui, donc je voulais simplement signaler que sur les 658 entreprises qui sont cotées sur Euronext et Euronext Growth, la tendance à la décroissance de la cote reprend. En fait, il y avait une embellie en 2021, mais cela étant dit, c'est un phénomène assez général. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, et ça peut justifier le projet de Listing Act, sur lesquels nous aurons peut-être l'occasion d'en venir dans le débat, c'est que le nombre de sociétés cotées sur Euronext a diminué de 25% depuis 2017, alors que Euronext Growth a bénéficié en fait des transferts qui sont importants depuis un certain nombre d'années et de l'essentiel des cotations directes. Alors, près de la moitié des PME et ETI cotées ou listées sur Euronext Access appartiennent à différents secteurs de la tech. Capital investissement, il s'est bien maintenu au premier semestre, mais les levées des fonds entreprises ont plongé de 29% au second semestre. Sur l'année, le montant total des investissements dans les entreprises, toutes opérations confondues, mais toujours hors infrastructure, a baissé d'environ 9%.
tandis que le nombre d'entreprises qui auraient bénéficié de ces investissements a augmenté de 18%, passant de 1763 à 2080. En ce qui concerne les financements de marché, le financement sur le marché de la dette, alors le constat est celui d'une bonne tenue du marché obligataire, qui, comme je vous disais, a été tiré par les émissions investment grade. Les émissions AG ont représenté, ah non, je n'ai pas le chiffre, excusez-moi, si plus du tiers des émissions de l'année. En revanche, les émissions de dette privée ont été divisées par 2 et l'encours des TCN a également diminué. Donc, au total, les financements de marché qui se sont effondrés au niveau mondial, une fois de plus par rapport à une année qui avait été exceptionnelle, mais donc particulièrement aux États-Unis, les marchés européens qui ont aussi été fortement impactés, une France qui s'en sort plutôt moins mal au global, en fait, grâce à la résistance des marchés de la dette, et en revanche des marchés asiatiques et surtout chinois extrêmement dynamiques. Ce tableau général peut conduire à s'interroger sur les perspectives du financement de marché des entreprises. Le sous-gouverneur de la Banque de France nous a dressé des perspectives plutôt optimistes, globalement, et je crois qu'il a raison. Néanmoins, il nous semble qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels auxquels nous devrions porter attention. Tout d'abord, le fait que cette évolution structurelle des conditions du contexte macroéconomique et des conditions de marché vont impacter sans doute durablement la demande de financement des entreprises et le comportement des investisseurs et des financeurs. Et cela même si l'inflation redescend à des niveaux maîtrisés. Ensuite, une conséquence de la hausse des taux, les entreprises les plus fragiles sont devenues vulnérables face à un risque réel de choc, à la fois sur l'actif, avec une hausse des coûts et la baisse de la croissance, et sur le passif, avec peut-être des difficultés de refinancement pour un certain nombre d'entre elles. Et enfin, alors que les conditions de trésorerie, que les trésoreries se tendent, d'après les dernières enquêtes, que les conditions de crédit se durcissent malgré tout, et que les entreprises font face à des nécessités d'importants investissements pour assurer les transformations nécessaires, quelle que soit leur taille, il va bien falloir qu'elles diversifient leurs sources de financement avec une recherche de financement long important. Or, nous l'avions déjà souligné l'an dernier, il subsiste quand même un certain nombre de problèmes structurels auxquels la place cherche à remédier. Le premier, c'est la question de la valorisation des entreprises qui souhaitent ouvrir leur capital à de nouveaux investisseurs. C'est un sujet qui ne concerne pas que les introductions en bourse, mais qui aujourd'hui concerne également vraiment le capital investissement. Donc, c'est pour nous un des sujets importants pour permettre aux entreprises donc, d'attirer les investisseurs nécessaires. Le second sujet, c'est celui de la sortie en bourse des sociétés financées par le capital investissement. De notre point de vue, ça requiert qu'il y ait une vraie convergence à la fois d'analyse financière et de valorisation, enfin des outils d'analyse financière et de valorisation du côté du private equity, des conseils financiers des banques qui accompagnent les introductions et des fonds small mid cap. Alors, il y a eu un premier pas important qui a été fait avec la mise en place du guide commun des meilleures pratiques en matière d'introduction en bourse. C'est une réponse, mais qui reste à ce stade limité. Et puis, bien sûr, le développement des fonds TIBI et l'accélération de la mise en place au niveau européen d'équivalent de ces fonds pour que l'Europe ait vraiment une capacité de financement late stage. Autre point d'attention, bien évidemment, la décollecte des fonds investis sur les petites et moyennes valeurs.
qui montre quand même le peu d'intérêt qu'ont les investisseurs institutionnels aujourd'hui, en tout cas l'intérêt insuffisant sur les PME cotées, et une aversion face au risque que la complication du contexte pourrait exacerber. Puis toujours, l'insuffisance d'analyse financière. Là aussi, il y a eu un progrès avec la mise en place de la charge de recherche sponsorisée. Je crois qu'il faudra vérifier que voilà, ça contribue effectivement à une promotion efficace de ces entreprises auprès des investisseurs. Je m'arrête là, puisque vous pourrez lire plus en détail l'ensemble des préoccupations. Et je laisse la place au débat. Absolument, merci beaucoup Agnès. Donc, si on résumait en 3 points, il y a un changement de contexte qui va impacter le financement des entreprises. L'année 2022 restera dans les annales celle du changement. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé en 2022 avec différents types d'acteurs qui interviennent sur différents types de marchés. Et je voudrais en fait, les uns et les autres, que vous me répondiez comment est-ce que vous avez vécu cette année 2022. Je commence par vous, Florence, de la Société Générale. Vous êtes en charge des larges et mid-cap. Que s'est-il passé? Quels enseignements? Et puis, si possible, enfin autant que possible, faire ces ventilations entre dette et equity, comment les choses sont organisées, tout en sachant que lors de la deuxième table ronde, on ira plus en fait vers les sujets liés à la dette privée. Donc vous êtes en charge des marchés de capital. Non. Florence. Merci. Effectivement, je vais commencer par les marchés actions. Donc, côté ECM, en fait, je vais essayer de donner un éclairage un peu qualitatif, on va dire. Donc, évidemment, le fait marquant, c'est la contraction des volumes. Et je pense que sur les IPO, la baisse du volume est liée au fait qu'on n'a eu aucune opération de taille significative en 2022, alors que, par exemple, en 2021, on en avait eu 5. Si vous regardez en 2022, en fait, vous avez eu Life, l'IPO de Life pour 110 millions d'euros. Il y a eu Eureking, mais c'était un SPAC, donc c'est un petit peu particulier, c'est 150 millions d'euros. Sinon, on a une opération à un peu plus de 70 millions d'euros. Et sinon, on n'est que sur des opérations en dessous de 25 millions d'euros. Donc, bien évidemment, ça fait des volumes en baisse très, très significatifs. Sur le financement des sociétés déjà cotées en equity, ce qu'on voit, c'est que côté augmentation de capital, en 2022, on a eu seulement 4 grosses opérations, 2 opérations de renforcement du bilan, EDF et Air France KLM, et 2 refinancements d'acquisition, Forestia et ALD. Donc, c'est pas beaucoup d'opérations, évidemment. Et enfin, le marché Equity Linked, pour finir sur le côté ECM, ce marché a été complètement atone en 2022. On a eu seulement 4 opérations qui sont sorties, et plutôt en fin d'année. Donc, on voit évidemment ici l'impact de la guerre en Ukraine, de la montée des taux et de l'inflation. Comment ça se traduit, en fait, du côté de la perception des investisseurs? Ce qu'il faut savoir, c'est que côté investisseur, la difficulté, le problème, ce n'est pas tant le niveau élevé des taux que le fait que ça monte et qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter de monter. Et donc, ça crée un manque de visibilité, une incertitude, et c'est cette incertitude qui conduit les investisseurs à se détourner du marché primaire et à revoir leur valorisation à la baisse. Donc, en plus, vous ajoutez à ça le fait qu'un certain nombre de sociétés qui ont été récemment introduites en bourse ont connu un parcours boursier malheureusement assez difficile, avec des contre-performances, on va dire. Tout cela fait que les investisseurs, les gérants, en fait, qui doivent rendre des comptes à leurs propres investisseurs, vont avoir tendance à aller plus sur le secondaire que sur des marchés primaires parce que c'est moins risqué, parce qu'ils peuvent justifier de l'utilisation des fonds vis-à-vis de leur mandant, en fait, en étant par rapport à avoir une performance par rapport à un indice, alors que l'investissement sur le marché primaire est devenu un investissement beaucoup, beaucoup plus risqué. Voilà pour la partie equity. Côté dette, donc là on a évidemment aussi une baisse très très significative des volumes. Comme l'a dit Agnès, en fait, quand on creuse un petit peu, qu'on regarde un petit peu les différences, on a des choses assez différentes. Effectivement, on a observé ce qu'on a appelé un peu le flight to quality.
avec l'univers investment grade qui a plutôt bien résisté. On a eu en 2022 en fait des refinancements d'acquisition en dette avec par exemple des émissions de Bouygues qui a refinancé l'acquisition d'Equans ou de Schneider qui a refinancé le rachat des minoritaires d'Aveva ou encore le nouveau Suez. Donc on a encore de belles émissions et les volumes sont restés conséquents, on va dire. En revanche, dans l'univers non-investment grade, évidemment, on a des baisses très, très, très significatives. On a des chutes de volume très importantes. Mais ce qu'on peut constater, c'est que dans le faible niveau d'émission, là aussi, on a en fait le flight to quality, c'est-à-dire que des émetteurs qui sont de belles signatures, même dans cet environnement non-investment grade, ont pu sortir. Et donc, vous avez eu des émissions, par exemple, de Forestia ou d'Elis. Et donc, on voit que c'est vraiment la qualité qui l'a emporté et donc, évidemment, le caractère moins risqué des opérations. Et donc, bien entendu, quand on va vers des univers plus risqués, on a des chutes énormes. Le marché high yield a été quasiment fermé. Et on a eu également très, très, très peu d'émissions d'hybrides parce que ce sont des instruments également beaucoup plus risqués. En dehors des dettes corporate bonds classiques, si on regarde un peu USPP et OPP, USPP, c'est l'univers investment grade. Donc, de la même manière, ça s'est plutôt bien tenu, en fait. Et le marché a plutôt bien résisté. Si on regarde le Schuldschein, c'est un cas assez particulier parce qu'il y a eu une opération en France qui a été problématique et aujourd'hui, en fait, il y a une problématique de droit français, en fait, liée au droit français. Donc, je pense qu'il ne faut pas généraliser sur le Schuldschein. Et en EuroPP, même problématique. Là, on est plus sur du non-investment grade. Donc, c'est un marché qui a été plus en difficulté. Le retour qu'on a des investisseurs, c'est que dans cet environnement, encore une fois, d'incertitude et de manque de visibilité, les investisseurs considéraient qu'ils n'étaient pas en mesure de pricer ces instruments. Et donc, ils se sont détournés de ces instruments et de ces financements. Voilà. Pour finir sur une note, dernier point aussi, on a observé quand même une petite concurrence des instruments de place type PGE, les instruments qui ont été mis en place notamment à la suite du Covid. Donc PGE, PPR ou obligations relance sont des instruments qui portaient des taux élevés et qui donc au début 2022 n'étaient pas regardés par les émetteurs. En fin d'année, évidemment, ils sont devenus des instruments qui pouvaient être intéressants et donc on a vu des émetteurs se diriger sur ce type d'instrument. Voilà. Et donc, effectivement, je voulais juste finir, ce type d'instrument a pu, en fait, peut-être pas cannibaliser le marché de l'EuroPP, mais en tout cas concurrencer ce marché. D'accord, merci beaucoup et merci beaucoup d'être revenu en fait sur un petit peu en fait à la fois l'EuroPP, l'USPP et les Schuldschein. Effectivement, ce sont des différences importantes, mais qui confirment en fait en tout cas les constats et les chiffres de l'observatoire. Bruno Bézard, le capital investissement, contraction à partir du second semestre. Comment est-ce que vous analysez cette contraction des investissements, c'est-à-dire dans les entreprises? Et puis, deuxième question, comment KT Capital a vécu cette année 2022 comment sont organisés les investissements? Mais merci beaucoup. Bonjour à tous. Peut-être quelques mots d'introduction. Nous ne faisons qu'une seule chose, c'est mettre des fonds propres dans les PME et les ETI. On ne fait pas du tout de dette. Donc, on est 100% equity. Donc, je ne connais pas grand-chose au marché de la dette. On est une plateforme française qui intervient beaucoup en France, 60% des investissements, le reste étant sur le continent américain et en Asie, en particulier en Chine, mais aussi en sud-est asiatique. Donc ce qu'on fait, c'est collecter des fonds auprès de nos investisseurs, qui sont en gros la place de Paris. On est très, très français en termes d'investisseurs. Aujourd'hui, à part quelques investisseurs internationaux, mais la grande masse, c'est les acteurs financiers de la place de Paris, les family office et la moitié du CAC 40. Qui sont nos investisseurs, et avec ces fonds, on investit dans des PME et des ETI à Paris et en province pour 60% du volume en France, donc, et le reste sur le continent nord-américain, un peu en Chine et un peu sud-est asiatique. Alors, moi, je me permets, je sais que c'est pas bien, mais je me permets de challenger un peu l'affirmation implicite qui est dans la question, contraction du private equity.
moi, j'ai pas vu vraiment de contraction du private equity. Alors, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, évidemment, en fonction de la façon dont on les présente, mais il y a effectivement un peu moins d'investissement en 22 qu'en 21, mais 21 a été une année exceptionnelle, avec 70% d'augmentation par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Donc, ce chiffre n'a aucun sens. Ce que je constate sur moyenne période, c'est un niveau d'investissement qui reste très élevé en 22, pour 25 milliards d'euros, dont 60%, 66% en France. Là, les 25 milliards, c'est les investissements des entreprises françaises du private equity. 66%, les 2 tiers, sont investis en France. 25 milliards en 22, ce qui représente en fait une croissance moyenne de 12% par an ces 5 dernières années. Donc la contraction, je ne la vois pas vraiment. Bon, ça c'est le premier point, puis après je quitte maintenant les données macro qui n'ont pas grand intérêt pour parler plus précisément de ce qu'on voit nous au quotidien. Alors nous, contraction, il n'y en a pas, parce qu'en 22, on a investi 30% de plus qu'en 21 en France. Donc, alors nous sommes sur des montants qui sont pas très importants, hein, mais on a quand même investi 150 millions d'euros dans des PME françaises en 22, 28% de plus qu'en 21. Et puis pour 23, compte tenu du deal flow, compte tenu des opérations qu'on a dans le pipe aujourd'hui, ça s'annonce également très bien. Donc je ne vois pas de contraction. Là où il y a des sujets d'attention, évidemment, c'est le montage des LBO avec les questions sur la dette. Bon, mais nous, on est également très exposés sur le growth sans leverage, qui est une partie très importante de ce qu'on fait. Et là, il n'y a vraiment aucune contraction. Voilà, pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on fait, on investit dans 4 secteurs privilégiés, qui sont 4 verticales sur lesquelles on est vraiment focus. Un, c'est la santé. On investit 30% de nos fonds en santé. Je peux vous donner un exemple d'investissement récent, une société en Savoie qui s'appelle Transcure et qui offre des services de recherche R&D à des grands groupes pharma, une entreprise dans laquelle on investit une vingtaine de millions d'euros. On est très présent dans un deuxième secteur qui est tout ce qui est digitalisation des entreprises, donc des softwares ou l'utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des entreprises. 2 exemples d'entreprises qui sont nées pas très loin du Palais Brongniart. Artefact, qui utilise les données pour améliorer le marketing des entreprises. Dilitrust, que certains d'entre vous doivent connaître, puisqu'il équipe beaucoup d'entreprises françaises dans des portails pour la gestion des conseils d'administration et la digitalisation des entreprises, des directions juridiques. 2 exemples de ce qu'on fait en soft. En consommation, produits et biens de consommation, produits et services de consommation, dont l'éducation. Un exemple, AD Éducation, une entreprise d'éducation qu'on a soutenue ces dernières années, qui a beaucoup cru. Un studio de gaming de jeux à Bordeaux, c'est aussi les produits de consommation. Et enfin, dernier secteur, qui est le secteur financier, où on a par exemple investi un ticket très important dans un grand courtier d'assurance européen que tout le monde connaît, qui s'appelle CSI, fusionné avec Joe. Voilà ce qu'on fait. On essaie de transformer les entreprises pour les faire croître plus vite en important des fonds propres. Donc voilà, je pense qu'en 23, il n'y aura pas non plus de contraction. Il est vrai, je reprends les propos qui ont été tenus tout à l'heure, qu'il peut y avoir sur des montages avec un peu de levier un flight to quality. C'est tout à fait exact. Bon, nous, on n'est pas des fanatiques de l'effet de levier. Hein. On considère que la création de valeur, on doit la faire avec nos petits bras, en poussant les entreprises à croître plus vite par des acquisitions, du build-up, par de la croissance organique, par une meilleure gestion. D'ailleurs, il est interdit chez nous, dans les dossiers qui montent au comité d'investissement, de mettre le levier comme un facteur important de création de valeur. C'est trop facile et c'est surtout générateur de risque ensuite. Donc, le levier, on en fait un peu, mais on n'est pas des fanatiques. Et donc, ce qui compte pour nous, c'est l'équipe de management et la croissance de l'entreprise en tant que telle. Merci beaucoup. Et effectivement, donc je vous rejoins sur la question en fait des chiffres du private equity. C'est des chiffres en fait ça fait partie en fait de nos priorités à affiner, à plus préciser. Ce sont des données brutes qui recouvrent en fait l'investissement. Donc ça recouvre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dettes dans ces chiffres-là. Il y a également des fonds propres, mais c'est vraiment effectivement c'est un sujet à approfondir et à mieux comprendre comment le private equity est financé. Alors, l'OFEM s'intéresse également aux entreprises qui utilisent les marchés de capitaux, en l'occurrence, oui, absolument, en priorité. Et en l'occurrence, en fait,
les small caps qui s'intéressent au marché de capitaux, Namer, jeune entreprise, comment s'est déroulée votre première année boursière. Le contexte n'était pas favorable. Il faut reconnaître que le contexte n'était pas favorable. Mais en amont, j'aimerais bien en fait, que vous nous expliquiez en fait, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la bourse et comment vous avez été accompagné par la place. Bonjour à tous. Donc, je suis Chloé Claire, directrice générale de Nemer. Nemer, c'est une deep tech qui produit des données sur les bâtiments et sur les territoires. Et on fait partie donc, de la French Tech Green 20, donc les 20 pépites françaises d'entreprises à impact positif. Et nous sommes rentrés en IPO le 15 juin 2021. Donc, on fait partie de cette promotion assez importante de l'année 2021. Pourquoi on est allé en bourse? C'était l'équivalent pour nous d'une série A, pour vous situer. Donc, on est allé chercher 8 millions d'euros sur le marché. Pourquoi est-ce qu'on est allé en bourse et pas comme tout le monde, je dirais, enfin, toutes les autres startups dans le private equity? C'est plutôt plusieurs choses. D'abord, on avait des promesses d'ARR à moyen terme, plutôt à 18-24 mois, que le private equity ne reconnaissait pas aussi bien que le marché boursier. Nos clients principaux sont les assurances et les banques, et on intègre donc nos données, qu'on appelle données premium du monde physique externe, dans leur système. Et la bourse était l'occasion d'asseoir en fait une forme de structuration, de solidité d'entreprise, même si à la réalité, au jour le jour, on n'est pas plus solide ou moins solide, je pense, que d'autres startups. Maintenant, c'est à nous de bien gérer l'entreprise. Mais en tout cas, ça rassurait nos clients de se dire qu'on n'était pas une énième petite startup. Et ensuite, ça a assis le fait qu'on puisse aussi, ce qui était intéressant, c'est comme on est rentré sur Euronext Growth sous ce plafond de 8 millions d'euros, on a pu faire cette opération très rapidement. Et donc, on a fait cette opération, on l'a lancée à partir de février 2021. Enfin, disons fin février 2021, on a dit go, on se lance, et on a pu être financé au 15 juin. Donc, c'est vraiment très, très rapide, et ça permet à des petites entreprises où la bande passante des dirigeants, c'est-à-dire en plus, quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai repris l'entreprise, donc il n'y avait pas beaucoup de dirigeants, justement, il fallait qu'on se finance pour aller chercher un peu d'équipe senior. Cela permettait vraiment d'aller beaucoup plus vite. On a aussi été accompagnés. Personne dans mon entreprise, ni mon directeur financier, ni moi-même, ne connaissait rien à la bourse, faut bien le dire. Et donc, on a été accompagnés par un listing sponsor, qui est Euroland, et puis par des banques aussi qui ont fait leur travail de broker. Donc, tout ça s'est très bien passé, dans le sens où, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que les systèmes sont très transparents, puisque c'est justement ça, la bourse. Et donc, en fait, c'est simple pour un dirigeant de comprendre ce qui est attendu, comment il faut le faire, quelles sont les étapes à passer, quels sont les plafonds, comment est-ce qu'on structure bien son entreprise pour le faire. Et j'ai trouvé que d'expérience, on pourra parler ensuite de la vie boursière, mais que d'expérience, moi, je récupérais une entreprise d'une quarantaine à une cinquantaine de personnes qu'il fallait vraiment restructurer. Et ça a été l'occasion de le faire de manière très rapide pour ensuite, avec 8 millions d'euros, savoir qu'on avait au moins 18 mois de sérénité, pouvoir diriger l'entreprise et lancer les projets qu'on voulait lancer en se finançant. Donc après, sur la vie boursière, c'était ça la deuxième partie de la question. Eh bien, je fais partie des petites small caps qui ont particulièrement souffert et, j'imagine, un peu déçu leurs investisseurs en 2022. Je le dis avec autant de tristesse, mais d'ambition, que 2023 sera pour nous une bien meilleure année. En fait, on a eu pas mal de décalages, je pense, de décalages commerciaux, de se rendre compte aussi que je dirais, la maturité des entreprises pour recevoir des données externes, etc., autres que financières, parce qu'on disait on va être le Bloomberg de l'écologie et du bâtiment, etc. Non, finalement, c'est pas si rapide que ça. Et donc, on a beaucoup de clients, mais beaucoup de clients qui ont mis un temps fou et qui mettent encore du temps aujourd'hui à signer des contrats. Voilà, il faut qu'on tienne. On a été décevants. Je pense qu'on pourra remonter pour la suite. Merci beaucoup, Chloé. Merci pour ce témoignage. Alors, quels enseignements on tire de tout cela, en fait? C'est bien là la vraie question, en réalité. Florence, à la fois sur le marché, enfin, en tout cas, surtout sur l'obligataire.
Alors. Je vous en prie. Merci. Oui, donc la question, c'est effectivement, c'est est-ce que les entreprises ont connu de réelles difficultés pour se financer ou pas. Et donc, alors je vais aborder aussi le côté equity quand même. Ce qu'on voit en fait, c'est que certaines ont pu éprouver éventuellement quelques difficultés, mais globalement, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu une impossibilité de financement de la part des entreprises en 2022. On n'a pas vécu ça. Donc, par exemple, dans l'univers des IPO, effectivement, on a vu plus d'IPO en 2022. Eh bien, effectivement, les sociétés ont dû trouver des alternatives de financement. Elles ont trouvé. Donc, sur les IPO, par exemple, et notamment dans l'univers tech, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu de nouveaux tours de table privés, le plus souvent avec les investisseurs qui étaient déjà au capital, qui ont refait un nouveau tour de table. Mais on a aussi vu un certain nombre de sociétés, y compris dans l'univers tech, qui avaient recours au financement bancaire, ce qui est une nouveauté. On a vu des entreprises comme Doctolib, Content Square ou Vestiaire Collectif, par exemple, qui ont eu recours au financement bancaire, ce qui est une nouveauté. Sur le financement des sociétés déjà cotées en equity, ce qui s'est passé en 2022, en fait, c'est qu'il n'y avait pas réellement de besoin de financement. On a vu qu'il y a eu seulement 2 opérations de refinancement d'opérations d'acquisition, en fait, d'opérations de M&A. Comme il y a eu très peu de M&A en 2022, il y a eu très peu de besoin de financement. Et les 2 opérations les 2 augmentations de capital avec DPS qui ont eu lieu en 2022, ce sont des refinancements d'acquisition qui ont eu lieu en 2021. Forestia, l'acquisition d'Elast, c'était 2021. Et ALD, ça a été annoncé tout début janvier 2022. C'est pas encore closé, mais la négociation a eu lieu en 2021. Donc, sur l'equity linked, c'est pareil. On peut se dire que la volatilité, pour le coup, c'est très favorable, en fait, à l'émission d'instruments equity linked. La seule chose, c'est qu'en 2022, l'impact sur les cours des actions a été tel qu'il a fallu un certain temps, en fait, à la fois aux émetteurs et aux investisseurs pour s'adapter à ce nouvel environnement de marché. Et ce qu'on voit, c'est que les émissions equity linked, elles ont eu lieu plutôt en fin d'année. Il a fallu un temps d'adaptation, mais c'est reparti. Sur la dette, donc comme je disais tout à l'heure, il y a eu le flight to quality et ce qu'on a vu, c'était l'importance de la notation. Dès lors que les entreprises où la dette était notée, il y avait beaucoup plus de facilité à sortir. Sur les possibilités de sortie, ce qu'on a vu, c'est des stratégies de bridge to bond. Certaines sociétés ont choisi cette stratégie. Alors, il y a un exemple public, c'est Iliad. Iliad a mis en place, en fait, au premier semestre, un bridge et a pu sortir dans de bonnes conditions et a fait une très belle opération de financement en bond en décembre de l'année. Donc on a eu ces stratégies. Mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, on n'a pas vu un mouvement de réintermédiation fort. Et la raison de cette non-réintermédiation, je pense que c'est lié au fait que les entreprises étaient déjà très largement financées, et notamment avec tous les instruments et tous les financements qui ont été mis en place pendant le Covid ou à la sortie du Covid. La plupart des sociétés étaient en fait cash riches, voire surfinancées déjà. Donc, elles n'avaient pas besoin de financement. Donc, la baisse des volumes, en fait, n'a pas été problématique pour les entreprises parce que manque de financement. Merci beaucoup, Florence. En fait, ce sont des exemples concrets des propos du sous-gouverneur. Donc, point par point. Alors, en fait, les chiffres en fait, qui sont ressortis des travaux de l'OFEM, c'est que en fait, les financements ont été compliqués un peu partout au niveau planétaire. En revanche, en Asie, ça a très bien fonctionné, et en particulier grâce à la Chine. KT Capital, Bruno Bézard, en fait, est un acteur notamment assez présent en Asie. Qu'est-ce qu'on peut tirer en enseignement sur le bon fonctionnement en fait, des financements en Chine, et en l'occurrence l'écosystème du financement, ce lien qu'on cherche en tout cas à atteindre entre le private equity et la bourse, et sortir en bourse. Il paraîtrait, en tout cas de ce qu'on lit, de ce que dit la littérature, c'est qu'en Chine, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement ? Alors, il se trouve que je reviens de 15 jours en Chine où j'ai
passé tout mon temps avec des entrepreneurs chinois partout, pas partout parce que c'est immense, mais dans au moins 7 villes en Chine, des entrepreneurs de notre portefeuille, puisqu'on investit, comme je le disais tout à l'heure, 20 à 30% de nos fonds en Chine, ce qui permet d'offrir à nos investisseurs une exposition intéressante à une croissance qui est toujours commentée tous les jours, mais qui reste extrêmement forte, même si elle est, ce qui est normal, moins forte qu'il y a 5 ans. S'il y a un pays, en tout cas dans la limite de mes connaissances, où il y a une articulation entre le PIB et la bourse qui fonctionne, c'est la Chine. C'est très frappant. Nous, nos sorties de private equity en Europe, aux États-Unis, c'est les sorties classiques de fonds d'investissement. C'est le rachat par un autre fonds ou le rachat par un stratégique, comme on dit, une grande entreprise industrielle. Les sorties directes en bourse sont assez rares. En Chine, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que nous, nos sorties se font très souvent par la cotation. Je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai appris hier soir, juste avant cette conférence, que l'une de nos entreprises de taille moyenne en Chine, qui fait des small appliances, donc qui se positionne comme un petit Dyson chinois, a obtenu l'autorisation d'être coté et ça va être fait dans les semaines qui viennent à Shenzhen. En Chine, même dans les années noires, il y en a eu quelques-unes récemment, vous êtes un peu au courant, avec des lockdowns assez violents à répétition, et bien même dans ces années noires, le marché boursier fonctionne. Je vais vous donner un chiffre qui surprend toujours. Il y a eu, en 22, 425 IPO en Chine. En Chine, hors Hong Kong, 425. Alors c'est une forte diminution, diraient les journalistes, puisqu'en 21, il y en avait 523. Okay. Bon. Donc on est sur un rythme en Chine. Je me souviens, j'avais visité dans le premier passage en Chine, les responsabilités publiques, la présidente de la bourse de Shenzhen. Pour ouvrir la conversation, je lui ai dit comment ça va, le business, etc. Je dis pas très bien, ce qui est rare chez les Chinois de dire ça. Pas très bien, on ne n'avance pas chez nous en ce moment, vraiment c'est flat, on a fait 200 IPO cette année. Bon, voilà. Donc il y a maintenant en Chine 5 places de cotation, et je suis encore hors Hong Kong. Il y a Shanghai, c'est le main board, la place de cotation principale, un Nasdaq chinois qui fonctionne très très bien, à Shenzhen vous en avez 2, et puis Pékin. Un truc absolument incroyable dans un pays qui se dit communiste, le président de la République lui-même est venu à la télévision annoncer la création d'une bourse supplémentaire à Pékin, ce qui est assez intéressant, je ne sais pas, d'observation de ce qui se passe dans la réalité économique en Chine. Ces cotations, elles fonctionnent avec des règles, l'AMF chinoise fait évoluer en permanence les règles avec une obsession un peu politique industrielle aussi, consistant à dire c'est vraiment trop dommage que nos pépites aillent se faire de côté ailleurs aux États-Unis et ensuite soient prises dans un jeu géopolitique qui peut avoir des conséquences graves pour ces entreprises. Vous avez suivi les problèmes de cotation d'entreprises américaines aux États-Unis. Ça s'est un peu détendu récemment, mais c'est quand même un vrai sujet. Donc l'AMF, les autorités boursières chinoises de régulation des marchés, sur instruction du gouvernement, clairement, font évoluer les règles pour admettre de plus en plus de jeunes pousses prometteuses à la cotation. Et on voit des entreprises relativement récentes qui, après avoir passé tous les filtres qui sont assez sérieux en fait en Chine, obtiennent le visa ou l'agrément pour la cotation. Je terminerai juste par une anecdote mais que je vis en permanence quand j'y suis. Quand vous visitez une entreprise, passez la journée avec l'entrepreneur chinois, en particulier quand vous essayez de le faire autant que possible dans sa langue, il vous fait visiter son usine avec beaucoup de fierté, etc. Et puis ça se termine toujours de la même façon. Ça se termine toujours par le thé dans le salon. Vous avez donc quelques fauteuils. Vous êtes assis sous la photo de Mao Tse-tung, évidemment, et celle du bien-aimé camarade Xi Jinping. Et puis il vous parle de sa cotation. Et il vous dit, je vais être coté tel jour. Vous demandez où, il dit, je suis en train de comparer les multiples, mais je pense que ce serait plutôt dans cette place-là, qu'est-ce que tu en penses, etc. Car je veux devenir riche. Et voilà.
Ça se passe toujours comme ça en Chine. Donc la cotation, l'IPO, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'esprit des entrepreneurs. En tout cas, je ne les ai pas tous vus, hein, c'est un grand pays, mais tous les entrepreneurs que j'ai pu voir en Chine, ils vous parlent de cotation. C'est fondamental. Merci beaucoup, Bruno Mézard, pour ce témoignage. Chloé Claire, l'IPO est un levier pour accéder à de nouveaux investisseurs. Êtes-vous sereine pour vos financements à venir? Et puis, que s'est-il passé depuis l'introduction? Parce que l'actualité a été assez riche. Tout à fait. Eh bien, donc nous, comme je vous disais tout à l'heure, on était allé chercher 18 mois de développement, et donc les 18 mois étant passés, nous avions besoin de faire un nouveau tour d'augmentation de capital qu'on a préparé en 2022, qui s'est fait début 2023, mais voilà, c'était vraiment une préparation en 2022. Et ce qui est intéressant, c'est du fait d'avoir ce décalage, je dirais, dans notre croissance commerciale. Mes investisseurs institutionnels m'ont dit si les contrats ne sont pas là, montre-nous que tes clients stratégiques pensent que la solution est bien à la hauteur de ce que tu nous dis. Et donc, je suis allée chercher des investisseurs corporate, dits stratégiques ou industriels. Voilà. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucun véhicule dans aucune entreprise qui sait faire de l'investissement boursier de small cap. Ils ont des institutions qui savent travailler sur je vais dire, moi, je suis plutôt du micro cap. Donc voilà, sur du small and mid cap, mais plus comme accompagnateur. Ils peuvent aussi investir lorsqu'il y a justement des IPO plus importantes d'entreprises qui font plutôt leur exit de tech. Mais sinon, ils ont des véhicules que sont du corporate VC. Sauf que le corporate VC, en général, il est encore moins chaud qu'un VC normal, je dirais, entre guillemets. Il a beaucoup de coches à cocher, de cases à cocher, pardon, pour pouvoir investir dans une entreprise parce que c'est pas son métier principal en général, hein, quand on est corporate VC, donc souvent il s'adosse avec d'autres dont c'est le métier. Et donc au début, on s'est dit que ça allait être assez complexe. Et on est finalement, de nouveau, je vous disais, on est une petite entreprise, donc ma capacité, moi, en tant que directrice générale, d'aller chercher des investisseurs, elle est de 50% de mon temps maximum sur 4 mois, on va dire. Mais je ne peux pas me permettre de faire plus. Donc, je ne peux pas me permettre d'aller voir toute la terre entière. Et donc, on est allé voir 3 de nos clients dont on savait qu'ils pensaient un grand bien de notre solution. Et 2 d'entre eux, très vite, on dit OK, on va le faire. Le 3e a dit bon, non, mais 2 sur 3, on dit on y va. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc, ils ont dû mettre autour de la table, bien les corporate VC qui pouvaient comprendre notre business model, qui a EBITDA négatif, ce genre de choses, vous voyez, des choses pas toujours faciles à lire quand on est habitué en bourse. Il a fallu mettre les équipes de M&A parce que c'est eux qui savaient qu'est-ce que c'était que le droit boursier, comment ça fonctionnait, etc. Et puis les avocats qui pouvaient aider à la fois ceux du VC qui voulaient des term sheets et ceux de la bourse qui disaient non, c'est pas possible, on vote pas de concert, on fait pas tout ça. Et donc c'était très intéressant parce que en fait on a vu du private equity, en gros les fonds de private equity de corporate, donc celui de Société Générale Venture, celui de la Banque des Territoires, donc de CDC au-dessus, ont investi chez Nemer. Ils ont aujourd'hui 10 et 20% de notre capital. Et donc, c'était très intéressant de voir qu'en fait, eh bien, suivant, si le projet est intéressant, eh bien, on peut casser ces fameuses cases à cocher. On peut aller chercher des financements un petit peu différents. Et finalement, que aussi, les investisseurs, même s'ils sont, je dirais, chacun dans leur partie précise, peuvent aussi aller faire des choses plus exotiques pour eux. Ça reste pas du tout exotique d'investir quelques millions d'euros en microcap, hein, mais si vous voulez, par rapport à leurs équipes. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était une très belle aventure. Ça montrait aussi que peut-être que le private equity et la bourse pouvaient peut-être se parler un petit peu plus, pouvaient peut-être, à mon échelle, mais en tout cas à d'autres échelles aussi. Et puis voilà. Et je voulais juste conclure sur quelque chose, par contre, c'est un point d'attention que je vois auprès de pas mal de dirigeants comme moi, où en fait on a été très soutenus, et vous l'avez dit tout à l'heure, avec les PGE, avec le Covid, on a pu ne pas payer l'URSSAF pendant quelques mois, voire une année, on a pu faire tout ça. Et en fait, fin 2022, début 2023, c'est la fin de ça.
Et en fait, on voit bien qu'on est tous fragilisés sur nos dettes. Alors, moi, c'est des choses sur lesquelles j'ai échangé avec mes investisseurs, on le sait, etc. Et on a paré à cela. Mais c'est vrai que la dette des entreprises en 2023, elle va passer un cap. Et donc, les petites entreprises, je pense, je connais moins bien les grandes, hein, mais vont être plus fragilisées. Donc, ce sera un point d'attention pour votre table ronde dans un an, je pense. Ça sera le cas de un deuxième, absolument, absolument. Non, tout à fait, merci beaucoup Chloé. Et justement, ce que vous dites là, en fait, on l'a constaté dans le cadre d'une étude qu'on prépare à l'OFEM avec l'Université de Nanterre, et qui confirme en fait que l'IPO est un véritable levier à la levée de fonds, à la diversification du financement des intermédiaires. Agnès, est-ce que vous voulez dire un mot sur cette étude ? Effectivement, c'est donc une chaire qui vient d'être créée à l'Université de Nanterre et qui s'intéresse très précisément au financement de marché des entreprises petites et de taille moyenne. Et en fait, ils font actuellement une étude sur toutes les introductions en bourse depuis 2010 jusqu'à 2021. Donc, IPO avec levée de fonds, ce qui, en fait, sont tous les compartiments d'Euronext Paris, c'est-à-dire A, B, C et Euronext Growth. Ce qu'ils ont cherché à faire, c'est à la fois à regarder la structure de propriété avant IPO et après l'IPO, en travaillant sur tous les documents qui étaient émis par les entreprises et sur les bases de données qu'elles avaient à disposition ou que nous avons pu mettre à disposition. Mise en évidence aussi de la structure de financement de ces entreprises avant et après IPO. Ça, c'est vraiment la première partie de leur recherche. Donc, ils ont à peu près achevé celle-là, donc ils ont en fait sélectionné 173 entreprises, qui sont donc des entreprises françaises, secteurs financiers et immobiliers sont exclus. Ils ont également éliminé tout ce qui est opérations techniques de type transfert de compartiments de marché ou de marché, IPO par SPAC. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, sur ces 173 entreprises qui ont été introduites depuis 2010, il y avait en gros 9 grandes entreprises, 25 ETI, le reste essentiellement des PME, je crois une petite douzaine de micro-entreprises. Au total, elles ont levé, lors des IPO, sur toute la période, 16 milliards d'euros, puis un peu plus de 5 milliards et demi d'euros par augmentation de capital. 27 entreprises ont été délistées sur la période. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'elles ont regardé qui étaient les actionnaires majoritaires au moment de l'IPO et ce qu'il en était devenu après. Alors, en fait, il y avait des fonds qui étaient présents, donc des fonds et des investisseurs financiers qui étaient présents dans 129 entreprises sur ces 173 et majoritaires dans 74% sur 74 entreprises. 2 ans après l'IPO, il n'y avait plus qu'un tiers de ces 74 entreprises dans lesquelles les fonds étaient présents. Ce qui signifie quand même que, contrairement à ce qu'on se dit beaucoup, c'est qu'il y a quand même des cessions partielles et des sorties partielles, en tout cas de fonds, en cours de parcours. Étant entendu qu'en revanche, il y a eu uniquement 5 cessions totales, vraiment 5 sorties en bourse sur toute la période, ce qui n'est effectivement pas beaucoup si l'on se réfère aux propos vraiment de Bruno Bézard. On disait aussi que l'IPO avait fait office de levier de financement pour beaucoup d'entreprises, pour pratiquement toutes d'ailleurs. Elle a permis de doubler l'endettement. Alors, au bout de 2 ans, avec, au bout de quelques années, un retour au niveau d'endettement de l'ordre de 55 à 60%. Mais vraiment, on a vu que ça a vraiment servi de levier de financement. Enfin, un certain nombre d'entreprises ont ensuite levé des fonds sur les marchés après l'IPO, donc soit par augmentation de capital, offre publique, offre réservée, equity line, là elles sont vraiment micro, je dois dire,
ou alors par émission obligataire pure, type hybride. Donc je pense qu'au total, et ça nous sommes en train d'essayer d'affiner pour savoir combien d'entreprises sont vraiment concernées, mais globalement, il doit bien y avoir à peu près la moitié de ces entreprises qui ont pu avoir recours à des financements complémentaires. Voilà, je crois, ce qu'on peut dire à ce stade. Hein, Et alors, pardon, dernière chose, cette étude va donner lieu à une présentation très détaillée au second semestre 2023. Absolument, merci beaucoup Agnès. En fait, c'est une étude assez approfondie, donc avec les universitaires, on leur a demandé de mettre de côté en fait l'approche académique traditionnelle, de prendre les bilans de ces entreprises, de toutes les entreprises qui ont été introduites au cours de ces 10 dernières années, d'en analyser le bilan, la structure du bilan, et puis ensuite d'étudier la structure de leur actionnariat avant et après l'IPO. Et comment est-ce qu'ils se sont fait financer après l'IPO. Sur énormément de données qu'on a collectées, notamment avec l'aide de Confisem et d'autres bases de données. Alors pour conclure, on va un peu, parce que je crois qu'on a 5 minutes, il nous reste 5 minutes, donc je ne sais pas si on va prendre des questions, mais très rapidement, comment est-ce que l'ESG, en fait, c'était la seule classe d'actifs qui, enfin, si tant est ce soit une classe d'actifs, mais enfin bref, la seule classe d'actifs qui a résisté, qui a même, qui s'est beaucoup accéléré en 2022. Un tour de table rapide. Comment est-ce que vous avez été impacté vous êtes impacté par l'ESG? Très rapidement, en fait, il y a un point commun pour le marché action et pour le marché de la dette sur la problématique ESG, c'est que ça n'a pas d'impact sur la valorisation ou le pricing. En fait, c'est de la demande supplémentaire. Aujourd'hui, sur les marchés actions, bien évidemment, on s'intéresse à la transition énergétique, au clean tech, etc. On va avoir une forte demande. En revanche, du point de vue des investisseurs, avoir le label ESG, ça n'est pas une garantie de performance en bourse et donc ça ne justifie pas une meilleure valorisation. Donc un impact demande mais pas prix. Sur le marché de la dette, c'est la même chose. En fait, il y a eu à une époque ce que certains appelaient le greenium, c'est-à-dire des meilleures conditions de pricing pour l'émetteur liées au caractère green du bond. Ça a quasiment disparu. Ça a vraiment disparu. Aujourd'hui, ce qu'on constate, en fait, c'est que même chose, on a plus de demandes sur les deals ESG, mais on n'a pas forcément un meilleur pricing. Et le point à avoir en tête aussi, c'est que les bonds ESG, ça ne vient pas en plus d'un bond classique. Un émetteur, aujourd'hui, dans 99,9% des cas, il va se poser la question d'émettre un green bond ou un SLB, Sustainability Linked Bond. Mais ça va remplacer un bond conventionnel, ça ne va pas être en plus d'un bond conventionnel. Donc c'est le marché en fait, la tendance évidemment c'est de plus en plus de bonds ESG, mais ça prend la part de bonds conventionnels. Et puis j'avais quelques chiffres sur la répartition entre SLB et Green. Ce qui est un peu contre-intuitif, c'est que en fait il y a moins de SLB que de Green aujourd'hui. En revanche, la part du SLB augmente par rapport au Green. On va faire vite. Non, parfait, merci beaucoup Florence. Dans le capital investissement Bruno Bézard, des choix sectoriels, des KPI, comment vous les considérez? Dans le monde du capital investissement, le ESG est passé assez vite d'un nice to have à un must have. C'est absolument clair. On ne lèvera pas de fonds auprès d'investisseurs si la plateforme de gestion n'a pas une attitude réelle et pas uniquement blabla marketing en matière d'ESG. Pas d'approche ESG sérieuse égale pas de levée de fonds. Pas de levée de fonds égale ça. Donc c'est extrêmement clair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on a choisi de faire nous? Alors, d'abord, on a un partenaire à temps plein dont c'est le job, qui s'appelle Impact Officer. Alors, c'est pas juste là aussi blabla pour mettre dans des pots PowerPoint. C'est une personne qui coordonne tous les aspects ESG sur l'ensemble des fonds que nous mettons en œuvre. Premièrement. Deuxièmement, ça veut dire une double discrimination, une discrimination négative et une positive. Négative, c'est-à-dire qu'on s'interdit un certain nombre de secteurs, un certain nombre de sous-secteurs, un certain nombre d'actifs pour lesquels il pourrait y avoir un très bon rendement, mais qui sont ESG très difficilement plaidables. Donc c'est non, en comité d'investissement.
Donc on refuse. Les investisseurs lui disent toujours, ah, c'est bien ce que vous dites, mais vous pouvez me donner un exemple d'un dossier que vous avez vraiment refusé pour l'ESG? Bah oui, on en a. Je ne peux pas les citer ici, mais on en a. ESG au sens large, y compris relations avec les consommateurs, par exemple. Ça, c'est la discrimination négative. Discrimination positive, on essaie, on n'y arrive pas tout le temps et on ne fait pas 100% des cas, d'investir dans des entreprises qui ont une vraie contribution ESG au sens large dans leur vertical, dans leur secteur. Ça, c'est l'aspect positif. Si je vous disais que 100% de nos cas répondent à ce critère, je vous mentirais. Ce n'est pas le cas, mais on essaie. Et dans notre deal flow, on essaie de le construire dans ce sens. On doit le faire pour des raisons, indépendamment du fait qu'on a envie de le faire. On doit le faire pour des raisons de financement, c'est clair. L'environnement juridique de régulation évolue très très vite. Et puis, il y a une dimension aussi très importante, les équipes. Nos équipes sont jeunes et, comme vous le savez tous, ne pas être suffisamment bon en ESG ne permet pas d'attirer et de retenir les talents. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quand on regarde un actif possible pour un investissement, on en parle en comité, on parle de la question ESG et on se challenge mutuellement sur l'ESG en comité d'investissement. Il nous arrive aux uns et aux autres de dire aux partenaires qui présentent le dossier, bon, tu as démontré tes slides sur ESG, ça sent quand même bien son pipeau, hein, donc tu vas faire des choses beaucoup plus concrètes. Donc on va deep profondément dans la substance. Ensuite, on pratique régulièrement des audits ESG assez complets, partout dans le monde, y compris ça peut surprendre dans nos investissements en Chine, où l'ESG, ça peut surprendre, est pris très au sérieux aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans, hein, mais aujourd'hui, c'est pris très au sérieux. Et puis, ensuite, et c'est encore plus important, on essaie de faire en sorte que notre présence autour de table, où on essaie, nous, d'être toujours très proche du management, c'est notre philosophie chez KT, soit productrice d'impact en ESG. Ça veut dire quoi en français courant? Ça veut dire changer les choses. Faire que packaging évolue, faire que le sourcing soit plus ESG compliant. Bref, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la photo au début, mais c'est le film, c'est-à-dire la dynamique. Et donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir prouver qu'avec nous autour de table, on a fait des progrès en ESG d'une façon générale. Donc, on veut être force de transformation de l'entreprise. On l'est en matière de build-up, en matière de business development, etc. On veut l'être aussi en matière de ESG. Pas plus tard qu'hier, je ne citerai pas l'exemple, dans le conseil d'administration d'une entreprise dont nous sommes actionnaires, nous avons demandé, nous avons obtenu, ce n'était pas si spontané que ça, soyons clairs, que les bonus des dirigeants comportent un critère ESG. Ce n'était pas le cadre. Donc voilà une transformation que vous pouvez trouver modeste, mais significative quand même. Voilà des exemples. Merci beaucoup, Bruno Bézard. Chloé, est-ce un levier au financement? Oui, forcément, je pense que notre valorisation en 2021, dans notre valorisation en 2021 et l'appétit qu'il y a eu à rentrer chez Nemer, l'aspect green a forcément joué. Donc nous, on est green native, donc évidemment, on se targue d'être une entreprise à impact, mais aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir le mesurer et de mesurer cette dynamique dont Bruno parlait. Si on fait de l'IT for green, il faut se dire que son impact, c'est au moins 100 fois l'impact qu'on a fait en tant qu'entreprise. Donc aujourd'hui, on calcule comme toutes les entreprises, on estime notre bilan carbone. Aujourd'hui, en prenant un scope 3 de supply chain, hein, on n'a pas regardé les impacts, on est plutôt donc, sur 30 tonnes, c'est-à-dire l'équivalent de 2 Français et demi, par exemple, juste pour vous donner une idée. Mais comme on participe à la rénovation énergétique des bâtiments, à l'installation d'énergie renouvelable sur les bâtiments, etc., mais en fait, on a calculé qu'il fallait qu'il y ait environ une 50aine de pavillons en France qui soient rénovés, entre autres, grâce à nos outils pour faire 100 fois notre impact. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire on fait depuis déjà quelques mois, c'est d'estimer l'impact de nos solutions au travers de notre propre impact, qui n'est pas gigantesque, mais en tout cas d'essayer de voir comment est-ce qu'on est capable de mesurer notre impact positif. Et c'est absolument pas simple du tout.
Et donc au début, on fait au doigt mouillé, puis après, on va trouver des méthodologies un petit peu plus sérieuses, mais c'est un travail. Et je pense qu'il faut aussi challenger les entreprises. Typiquement, nous, on est green, etc. Mais moi, je vois les poubelles au bureau et tous les jeunes qui viennent chez nous, hein, autant vous dire qu'ils sont méga engagés. La poubelle recyclage dans ma cuisine avec la poubelle normale, c'est pas toujours hyper clair. Donc, franchement, moi je dis aussi balayons chez nous, et les green tech sont peut-être pas toujours les meilleurs non plus, donc allez les challenger aussi, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Merci beaucoup Chloé, merci à vous tous. C'était un plaisir d'organiser, enfin en tout cas de préparer cette session avec vous tous. Je vous remercie et on passe à la deuxième session. Je vous demande de les applaudir.